Avons-nous vraiment besoin du langage pour penser? La pensée n'est-elle pas, au contraire, indépendante du langage? D'ailleurs, bien souvent, nous faisons cette expérience d'avoir le mot sur le bout de la langue. Nous sentons que la pensée est là, simplement, nous n'arrivons pas à l'exprimer, et c'est tout. C'est un problème de langage, pas un problème de pensée. Et peut-être dès lors que le langage est fondamentalement, par sa nature même, incapable de traduire adéquatement, d'exprimer notre pensée dans ce qu'elle a de plus essentiel, de plus authentique, de plus original et de plus personnel. Cette inadéquation essentielle du langage par rapport à la pensée a été particulièrement soulignée par Henri Bergson dès son premier ouvrage, L'essai sur les données immédiates de la conscience. Et Bergson, il note que le langage n'est fait que de généralités et donc ne peut exprimer que ce qui nous est le moins personnel. Et après plusieurs pages sur cette question, il conclut que la pensée demeure incommensurable avec le langage. Incommensurable, cela signifie sans commune mesure. Il n'y a pas de point commun entre la pensée et le langage, les deux ne se rencontrent finalement pas. Et donc pour Bergson, la pensée véritable ne peut être saisie qu'intuitivement, c'est-à-dire immédiatement, et non pas discursivement. Discursivement, cela signifie par l'intermédiaire, par les étapes du raisonnement, du langage, des mots, par le détour du vocabulaire. Et ainsi, pour Bergson, la pensée relève finalement de l'ineffable. On peut au contraire voir dans l'ineffable ce qui s'oppose à la pensée. Alors ça sera la conception, par exemple, de Hegel dans la philosophie de l'esprit, notamment au paragraphe 464, paragraphe assez fameux parce que Hegel y écrit que c'est dans les mots que nous pensons. C'est dans les mots que nous pensons, c'est-à-dire pour Hegel, le langage est ce qui objective la pensée, mais l'objectivant, il lui permet de s'éclaircir et d'accéder à la conscience. L'ineffable pour Hegel n'a pas le statut d'une véritable pensée, l'ineffable, ça n'est qu'une fermentation obscure. Et si c'est donc dans les mots que nous pensons, perdre le mot, c'est perdre l'idée. Ne pas avoir le mot, ce n'est pas avoir l'idée. Ne pas avoir le langage, c'est ne pas avoir la pensée. Cela peut nous faire penser à ce magnifique vers de Boileau, bien connu dans l'art poétique, qui écrivait que « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément ». Oui, mais nous pouvons peut-être nous permettre de corriger un peu Boileau, en disant qu'il ne faut pas distinguer une étape de la bonne conception, de la conception claire, à laquelle succéderait une étape de la bonne énonciation, une énonciation claire. Non, en fait, la conception et l'énonciation sont une seule et même chose, c'est un seul et même événement. Il n'y a pas à les distinguer, on ne conçoit bien que dans l'énonciation. Il y a un philosophe français qui a magnifiquement souligné cette thèse. C'est Clément Rosset dans un petit ouvrage qui s'intitule « Le choix des mots ». Et dans cet ouvrage, il fait référence à une pièce, ou plutôt au titre d'une pièce de Beckett, Samuel Beckett. Et le titre c'est « Mal vu, mal dit », sans virgule. Mal vu, mal dit, justement, il n'y a pas de virgule parce que l'un et l'autre se confondent, comme le fond et la forme. C'est mal vu parce que c'est mal dit parce que c'est mal vu. En fait, ça n'est ni vu, ni dit. Et Clément Rosset conclut que sans le mot qui seul compte dans l'expression d'une pensée, la pensée en question n'est qu'un pur fantôme en attente de corps. Là où les mots manquent pour la dire, manque aussi la pensée. Sans la garde du mot, la pensée s'étiole, elle disparaît. Mais tout de même, il faut prendre garde, parce que parfois le mot peut nous abuser. Quand il va quitter la pensée, conduire la pensée. En fait, quand il n'y aura plus de pensée, quand on ne fait que réciter des paroles vides de pensée, quand la pensée n'habite plus le mot. Alors ce danger d'un langage finalement autonome, désolidarisé de la pensée, a été souligné encore par un de nos philosophes français, Louis Lavelle, au début du XXe siècle. Si la pensée n'est rien sans la parole, qu'impossible sans réalité, il arrive que la parole subsiste seule, comme un corps que son âme a quitté. Et donc nous devons toujours prendre garde à cela, qu'il faut penser ce que nous disons. Alain avait cette belle formule aussi, il disait « Nous n'avons jamais fini de savoir ce que nous disons ».
Bah oui, finalement, tout est dit, il reste à le penser. Moi, Leibniz, philosophe rationaliste, j'affirme que c'est dans et par le langage que nous pensons. Oui, mais attention, pour que le langage nous donne des idées claires et distinctes, il faut qu'il soit débarrassé de tout ce qui est en lui confus et obscur, les ambiguïtés de sens, les approximations, les métaphores aussi. Et c'est pourquoi je pense qu'il nous faut travailler à développer une langue non équivoque. J'appelle cela une caractéristique universelle, un langage dont les caractères seraient absolument clairs et distincts, et qui nous permettrait finalement de penser comme nous calculons. Nous pourrions alors, par cette langue universelle, découvrir et démontrer toutes nos erreurs de raisonnement. Et je vous avouerai qu'il m'arrive de rêver que dans le futur, peut-être au début du XXIe siècle, nous construirons des machines capables de penser comme l'on calcule, capables de penser comme l'on compte. Et si ce sont les Anglais qui les inventent, peut-être les appelleront-ils des computers. Vous y croyez, vous ?